Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo spéciale où je vais donc répondre à vos questions. Et je voudrais déjà vous remercier d'avoir joué le jeu, vous m'avez posé plein de questions, des questions intéressantes, des questions pertinentes, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire et ça me fait plaisir de vous répondre. J'ai organisé tout ça en 3 thèmes. On va d'abord avoir une série de questions sur la rhétorique, sur ses fonctions et sur ses techniques. On va ensuite passer aux questions sur l'avenir de cette chaîne, aux projets qu'on pourra avoir ensemble, et puis finalement on va aborder les questions plus politiques. Première question, pourquoi est-ce que les concours d'éloquence ne s'appellent pas concours de rhétorique? Moi je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas confondre la rhétorique et l'éloquence. La rhétorique, c'est une discipline qui a une vocation à avoir un impact sur le monde, c'est une discipline pour créer des mouvements autour de projets qui nous tiennent à cœur, alors que l'éloquence, c'est juste un effet de certains discours. L'éloquence, ça a vocation à faire que le public se dit « waouh, c'était brillant » et qu'il a envie d'applaudir. Et donc les concours d'éloquence où les gens font des bons discours face à des jurys, c'est un très bon exercice, mais ça reste quand même que du spectacle. Deuxième question, est-ce que la rhétorique englobe la dialectique? Alors non, au sens strict, c'est bien 2 disciplines différentes. La rhétorique, donc c'est l'art de faire un discours face à un public, et les compétences dont tu as besoin en rhétorique, elles sont au nombre de 5. Tu as d'abord l'invention, qui est la capacité à trouver et à tester les idées. Ensuite, tu as la disposition, qui est la capacité à penser stratégiquement les différentes parties de ton discours. Ensuite, il y a le style, qui est le travail pour exprimer les idées avec force et élégance. Ensuite, il y a le travail sur la mémoire, qui est essentiel pour qu'une fois que tu es face à ton public, tu puisses vraiment te focaliser sur ta relation avec lui et que tu sois pas en train d'essayer de chercher ton texte dans ta mémoire. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne la performance en tant que telle. Donc c'est le travail sur le rythme, c'est le travail sur le volume et c'est le travail sur l'énergie. La dialectique, c'est quelque chose de très différent parce que c'est une discipline dont tu as besoin pour les débats, pour les échanges en un contre un ou à plusieurs en tout cas. Et donc la dialectique, c'est un art de poser les bonnes questions et c'est l'art de bien répondre aux questions. Mais donc si ces 2 disciplines qui sont différentes, évidemment, elles se complètent mutuellement et c'est une bonne idée de travailler sur les 2, et c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi sur cette chaîne. Ensuite, j'ai une avalanche de questions d'un certain Jamel Forestal. Est-ce que la rhétorique devrait être enseignée dans les collèges comme matière principale? Oui. Est-ce que la rhétorique est réservée à une certaine élite? Non. Quels peuvent être les dangers de la rhétorique? C'est un peu les mêmes dangers qu'avec le feu, les marteaux ou le karaté. La rhétorique peut-elle sauver ou détruire le monde? Oui. Quels sont les profils psychologiques qui généralement se dirigent vers la rhétorique? C'est une bonne question. Est-ce que la rhétorique est une arme de sidération, une science de la compréhension, une discipline de l'écoute, un art de la communication, une intelligence pacifico-constructive, ou un peu tout ça, ou pas du tout? Je pense que c'est un peu de tout ça. Et si tous les humains maîtrisaient la rhétorique à leur niveau, est-ce que la société serait la même que maintenant? Alors ça, c'est une excellente question et je pense que tu pourrais nous écrire un bon livre là-dessus. Ensuite, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de recommander des ouvrages pour se former à la rhétorique. Je vous ai donc fait mon top 5. En 5e position, je vous recommande de lire L'homme rhétorique, qui est un très bon livre pour comprendre pourquoi, au cours de l'histoire, la rhétorique a été toujours mal perçue et quelles sont finalement les vraies fonctions de la rhétorique. En 4e position, je vous recommande de lire La Nouvelle Dialectique, qui est vraiment le meilleur ouvrage à lire si vous voulez apprendre à bien argumenter et apprendre à bien débattre. En 3e position, je vous recommande vivement de lire Imperium, qui est un roman historique sur la vie de Cicéron, et c'est très rigoureux et c'est quelque chose de passionnant, donc vous allez vraiment passer un bon moment en lisant ça. En 2e position, je vous recommande un livre qui s'appelle Influence et manipulation, c'est un livre qui fait le point sur l'état des recherches scientifiques sur la persuasion. Et en 1re position, je vous recommande vivement de lire Nudge, qui est un livre sur les manières dont on peut déclencher des prises de décision chez les gens, et donc si vous voulez lancer un mouvement, si vous voulez pousser votre public à l'action, c'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner. Toujours sur les livres, il y a Valentin qui me demande ce que je pense de L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Alors, ce que je peux vous dire de ce livre, c'est que je trouve que c'est un livre qui est d'une part vraiment surcoté, et par ailleurs c'est le livre d'un philosophe sur la rhétorique. Et donc l'idée c'est qu'il y a vraiment une espèce de guéguerre entre les philosophes et les rhétoriciens, et en gros ce que fait Schopenhauer dans son livre, c'est de dire finalement la rhétorique c'est quelque chose qui est pas bien compliqué, c'est une série de petites techniques, c'est une série de petits stratagèmes, et je vais en faire le tour en 40 pages. Mais au fond, ce qu'il fait dans son livre, c'est seulement de décrire les comportements des gens qui savent pas débattre. Mais lisez-le de toute façon, vous allez trouver ça gratuitement en PDF, et je trouve que l'introduction vaut le coup. Ensuite, Spacius me demande si j'ai écrit un livre ou si je compte en écrire un. Alors j'ai publié ma thèse, et ce qui m'intéressait au début de ma carrière de chercheur, c'était la question des rapports entre rhétorique et histoire. Donc quand t'es historien, et que tu veux écrire l'histoire sur un événement tragique, tu vas toujours froisser une partie du public, on va t'accuser de pas être objectif, on va t'accuser d'être biaisé, quels que soient tes efforts pour t'en tenir aux faits. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc ça soulève tout un tas de questions passionnantes. Par exemple, c'est quoi la limite entre
le tact nécessaire à pas froisser les gens, et puis ce qui serait plutôt de l'autocensure, ça soulève aussi la question de savoir si les experts ont le pouvoir, les compétences ou la légitimité de trancher des controverses, et je trouve tout ça passionnant. Et si ça vous intéresse, eh ben, j'ai écrit un article sur le sujet, un article qui est en libre accès, et vous allez le trouver si vous tapez son titre sur Google, Le tact des mots, écrire et discuter l'histoire d'un sujet sensible. J'ai aussi écrit un petit traité de persuasion d'une 20aine de pages, et là je suis sur un plus gros projet, je suis en train d'écrire un traité scientifique de rhétorique, et je pense que j'ai encore besoin d'1 an pour le finir. Après les livres, les films. Que penses-tu des films ou documentaires qui parlent d'éloquence, À voix haute, Le Brio ou Les Heures sombres? Alors j'ai pas vu le dernier. À voix haute, je trouve que tout le projet est utile et intéressant. Par contre, je suis pas convaincu du type de formation qu'on donne en vue des concours d'éloquence. Parce qu'à la fin, quand on regarde les performances dans les concours comme Eloquentia, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à du stand-up. Donc on est plutôt dans le domaine du spectacle. Et donc c'est pas vraiment le genre de compétences dont on a besoin dans la vraie vie quand on veut vraiment faire avancer des projets, quand on veut vraiment faire de la politique. Parce que les trucs comme le stand-up, le slam, c'est très bien. Mais ça change le public en spectateur, alors que justement, si tu veux faire de la politique, t'as envie de changer le public en acteur. Le Brio, j'ai trouvé ça très bien. Après, même remarque, je trouve que leur conception de ce qu'est une bonne performance, ça maintient l'idée que finalement, la rhétorique, c'est quelque chose qui sert à faire joli. Je voudrais à mon tour vous recommander 3 films sur la rhétorique. Je vous conseille, si vous les avez pas vus, de regarder Ridicule, de regarder 12 hommes en colère, et de regarder Le procès du siècle. Dernière question de ce premier chapitre. Actuellement, la rhétorique est mal perçue. Est-ce que dans son histoire, la rhétorique a-t-elle connu des jours heureux? Alors non, la rhétorique, elle a toujours suscité des débats, et c'est très bien. Donc à l'origine, il y avait un débat entre d'un côté les philosophes et de l'autre côté les sophistes. Donc les philosophes, pour eux, le modèle de la cité idéale, c'est une cité qui est dirigée par un roi, et ce roi est conseillé par des gens qui savent. Et donc les gens qui savent, c'est des philosophes, parce qu'ils sont réputés avoir cette capacité à tester les idées pour atteindre sur tout sujet ce qui est utile, ce qui est vrai. Et face à ce modèle-là, il y avait les sophistes, et donc les sophistes, c'était les premiers professeurs de la rhétorique, et donc leur conception de ce qu'est un bon système, c'est celui de la démocratie directe, où ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est utile, c'est pas quelque chose qui peut être déterminé a priori par des experts, ça doit être le résultat d'une confrontation d'idées, et du coup, le moyen de déterminer ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile, c'est la confrontation des discours, et que le meilleur gagne. Donc évidemment, ces deux positions ont leurs forces et leurs faiblesses, et leur confrontation est utile. Du coup, on va maintenant ouvrir notre second dossier, celui de l'avenir de cette chaîne. Il y a eu pas mal de questions et de suggestions sur ce qu'on pourrait faire en plus pour compléter votre formation rhétorique, des rencontres abonnées, organiser des débats, faire des formations sur le terrain, et ouais, l'idée, ça va être à terme d'aller vers ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, je vis pas du tout de YouTube, et je suis très loin de pouvoir vivre de YouTube. Et mon travail, mon premier métier, ce qui fait que je gagne ma vie, c'est de donner des formations en rhétorique. Et donc mon objectif à court terme, c'est déjà de pouvoir continuer à vous proposer une vidéo par semaine. Et ça, au cours des derniers mois, ça a été un vrai défi, parce que j'ai eu un petit bébé, bravo à la maman. Mais pour vous dire à quel point notre rendez-vous hebdomadaire compte pour moi, j'ai enregistré une vidéo le jour de mon retour de la maternité, parce que je voulais pas sauter un dimanche. Mon objectif à moyen terme, c'est de commencer à vous proposer des vidéos un peu plus longues, un peu plus fouillées, parce qu'on commence à avoir une culture rhétorique en commun, parce que vous devenez de plus en plus expert. Et à mesure que la chaîne va grandir, je vais pouvoir y consacrer de plus en plus de temps, et oui, l'idée c'est qu'on puisse faire de plus en plus de trucs ensemble. Passons maintenant au dossier politique, mais avant, quelques réponses courtes. Une question de Pollux. Je voudrais savoir le but final de la rhétorique, obtenir l'apparence d'avoir toujours raison et briller en société. Alors ouais, mais pas seulement, ça te permet aussi de détecter les sophismes, comme cette pétition de principe que t'as essayé de faire passer dans une question. Je trouverais intéressant que tu nous racontes comment tu t'es intéressé à la rhétorique et quelle est ta légitimité pour parler du sujet. Alors, le meilleur moyen de savoir ce que j'ai fait dans la vie, c'est d'aller voir mon profil sur LinkedIn. Mais dis-moi un truc, imagine que tu découvres que j'ai pas de diplôme. Est-ce que tu trouverais mon discours moins intéressant ? Comment utiliser la rhétorique pour développer son leadership? Alors déjà, c'est une bonne idée d'éviter les termes comme leadership ou impactant. Ensuite, écris ton manifeste, et si ton discours est utile et intéressant, les gens te suivront. J'ai en tête une scène du film Le Brio où il est question de l'art d'insulter intelligemment son adversaire. Penses-tu que ce soit un bon moyen de prendre l'ascendant lors d'un débat? Alors oui, ça marche, mais ce genre de petits stratagèmes, ça manque cruellement d'éternité.
Toi qui t'intéresses au sujet de l'intelligence artificielle, sais-tu s'il existe des programmes à même d'améliorer les qualités rhétoriques? Penses-tu que dans ce domaine, la machine surpasse l'homme? Je l'attends, c'est quand elle veut, parce que battre un russe aux échecs ou un coréen au jeu de Go, c'est bien gentil, mais pour fermer la bouche à un français, faudra qu'elle se lève de bonne heure. Comment gagner un débat contre une personne qui ne réfléchit que par les sentiments et pas par la raison? Bah, en évitant de se croire plus malin qu'elle, et en créant les conditions pour qu'elle se sente écoutée et respectée. Quand plusieurs personnes débattent et ne s'écoutent presque plus, ou qu'un protagoniste prend trop le dessus, comment calmer le débat et faire que les gens s'écoutent? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, en vrai j'ai plein de questions de ce type, que faire dans telle ou telle situation, mais je suis pas un fan de l'approche par les trucs et ficelles, et moi ce que je vous propose c'est plus un travail de fond, observer, théoriser, tester, observer, théoriser, etc. Auriez-vous des conseils pour apprendre à gérer son stress avant et pendant un débat? Amuse-toi. Peux-tu faire une vidéo sur le clignement des yeux? Il y a bien une raison pour laquelle tu ne clignes jamais des yeux en vidéo. Écoute, quand tu fais des commentaires comme ça, j'ai l'impression de passer à côté de mon objectif. C'est comme si tu parlais à un pote d'un truc qui te passionne absolument, t'es emballé, etc. T'y vas à fond, tu lui parles pendant 5 minutes, et à la fin de ta tirade, tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense, et il te dit « Oh, je sais pas, j'étais en train de regarder tes paupières ». Comment l'état émotionnel de l'orateur peut influencer un débat et comment peut-il en tirer profit? Ou au contraire, un bon orateur doit-il mettre de côté ses émotions lors d'un débat? Alors l'idée, c'est pas d'essayer de se passer des émotions, l'idée c'est d'essayer de les apprivoiser. Donc ce qu'il faut viser, c'est la mesure et c'est la pertinence. Il faut que tes réactions émotionnelles soient appropriées. Parce qu'on peut aussi bien te reprocher le fait que t'aies trop d'émotions, que tu sois trop dans l'émotion, mais on peut aussi te reprocher le fait de pas avoir les bonnes émotions, de pas avoir les émotions qui conviennent. Et voici un très bon livre sur l'utilisation argumentative des émotions. Tu as fait quelque chose en particulier pour avoir des milliers d'abonnés d'un coup en une semaine? Une vidéo que tu as fait qui a explosé? Ou un influenceur qui a tweeté ta chaîne peut-être? Petit smiley du mec à qui on la fait pas. Alors non, j'ai pas eu de coup de pouce, mais ce que je sais aussi c'est qu'on a tendance à survaloriser notre part dans nos réussites et à la sous-estimer dans nos échecs, donc je pense que ça vient du fait que je publie régulièrement des vidéos qui intéressent les gens, mais j'ai sûrement eu de la chance. Quel genre de public tu vises sur YouTube? La tribu de ceux qui marchent debout. Alors, je reçois parfois des questions ou des commentaires qui me demandent d'être plus neutre. Mais je cherche pas à être neutre, parce que les gens qui prétendent être neutres, c'est souvent des gens qui assument pas leurs convictions, ou pire, c'est des gens qui essaient de faire passer leurs convictions en douce. Mais moi, mes convictions, je les assume, et je les assume d'autant plus facilement que je vois très bien dans les commentaires que vous pouvez très bien trouver de l'intérêt dans ce que je partage avec vous, dans les outils que je vous donne, tout en ayant ici ou là un désaccord avec moi, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes valeurs. Et ça, c'est normal, et ça, c'est bien. Et moi, mon objectif avec cette chaîne, c'est que vous ayez un espace où c'est possible d'aller se former à la politique, sans devoir se manger tout un pack idéologique. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, voilà mon manifeste. Si j'ai créé cette chaîne, c'est que je considère que tout le temps qu'on passe à dire que les politiciens font mal leur boulot, à dire que le système nous enfume, à dire qu'on n'a plus le droit de rien dire, à dire que les gens sont des moutons, c'est du temps qu'on pourrait très bien passer à essayer d'identifier des problèmes précis et à identifier des solutions pour les résoudre. Et après, il s'agit d'utiliser la rhétorique pour mener des projets à bien. Et donc oui, dans mon public, il y a des gens qui vont vouloir s'attaquer à des problèmes qui sont plutôt étiquetés à droite, puis il y a des gens qui vont vouloir s'attaquer à des problèmes qui sont plutôt étiquetés à gauche. Mais ma conviction, c'est que dans 99% des cas, quelqu'un qui passe de « ce serait bien que les politiciens règlent ça » à « venez, on le fait », c'est quelqu'un qui devient un meilleur citoyen et c'est quelqu'un qui devient aussi peut-être une meilleure personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va passer des passions tristes, donc la colère, la haine et le ressentiment, à des émotions beaucoup plus positives, l'enthousiasme, l'optimisme, la fierté et la détermination. Du coup, j'en profite pour faire une mise au point. Je reçois souvent des commentaires du genre « Est-ce que t'as pas des techniques pour lutter contre les gauchistes » ou « Est-ce que t'as pas des techniques pour lutter contre les complotistes » etc. Mais ça, c'est pas des projets. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ton village, dans ta ville, dans ton entreprise, dans ton école, dans ton pays si t'es un peu mégalo, pour que ta vie devienne un peu plus agréable. Et peut-être que sur le chemin, effectivement, tu vas trouver des opposants, peut-être que tu vas trouver des ennemis. Mais avant ça, il y a toute l'étape qui consiste à identifier un problème précis, qui consiste à élaborer un projet, à élaborer une solution concrète, et puis à rassembler une communauté pour porter ce projet. Et je suis à peu près sûr que si tu fais ça, tu vas te rendre compte que les gauchistes, que le système, que les fachos ou je sais pas quoi, c'était juste des moulins à vent et des hommes de paille qui permettaient de masquer ta procrastination. Ça, c'est mon manifeste. Et donc c'est ça qui me permet de garder le cap. Si je me fais traiter de facho parce que je fais une vidéo sur Zemmour, ou si je me fais traiter de gauchiste parce que j'ai mis Taubira dans un top 5 des orateurs. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il me reste à vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Je vous remercie également
vraiment chaleureusement si vous avez pris le temps d'écouter mes réponses, et puis on va faire en sorte que ce soit le début de plein de belles choses. Je vous laisse avec une lecture saine, prenez soin de vous, et à dimanche.